le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roche au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séisme, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, dur et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques, à l'image des cafards. Leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction. C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs.
réseaux électriques noyés, autoroutes englouties. Les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels. Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance. L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée. Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergées par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger. Et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches. En avril 2025, les géologues sont retournés pour leur première mission de l'année au Norris Geyser Basin. Ils effectuèrent leur inspection habituelle quand ils ont soudain constaté qu'un élément du paysage ne correspondait plus à ce qu'ils avaient observé auparavant. À la place d'un sol monotone, s'ouvrait désormais une large cavité d'environ 4 mètres, emplie d'une eau laiteuse aux nuances bleu pâle. L'inquiétude les a aussitôt gagnés. Ils se demandaient si ce phénomène n'était pas le signe que le supervolcan de Yellowstone se préparait à entrer en éruption. Un tel événement représenterait une véritable catastrophe, capable de raser des villes entières, et selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les effets de cette éruption se feraient sentir dans le monde entier.
les régions proches subiraient des coulées pyroclastiques, ce mélange extrêmement dense de gaz volcaniques, de cendres, de pierres ponces et de blocs de lave. Rien ne résisterait à leur passage et l'éruption du Yellowstone les projetterait jusque dans le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Les zones plus éloignées échapperaient à ces coulées dévastatrices, mais elles subiraient de lourdes retombées de cendres, particulièrement abondantes dans les États situés près de la zone d'émission. Ces particules représenteraient un grave danger pour quiconque les respire, et leur accumulation pèserait suffisamment pour étouffer les cultures ou provoquer l'effondrement des bâtiments. Les conséquences seraient innombrables, et nous y reviendrons plus tard, car peu après la découverte, ce gouffre singulier prit de court même les spécialistes. Les géologues ont découvert des roches projetées en tous sens, dont certaines atteignaient près de 30 cm de diamètre, toutes couvertes d'une boue grisâtre, identique à celle qui recouvrait les parois de la nouvelle source. Le site donnait l'impression d'avoir explosé, sans que personne n'en ait été témoin. L'équipe a donc consulté d'anciennes images satellites pour en dater l'apparition. En décembre 2024, le sol était intact. Le 6 janvier 2025, une légère dépression s'esquissait. Et le 13 février, le trou rempli d'eau était déjà formé. Ce qui restait troublant, c'est que les capteurs chargés de détecter les explosions hydrothermales majeures n'avaient relevé aucune activité. Aucun souffle puissant, ni signe annonciateur. On a plus tard établi que cette ouverture déroutante n'était pas née d'une seule et vaste détonation, mais d'une succession de petites explosions échelonnées dans le temps. Ces décharges avaient d'abord expulsé des roches, puis de la boue, façonnant peu à peu le cratère, lequel s'était ensuite rempli d'une eau chargée en silice. Cette conclusion représentait un profond soulagement. Yellowstone repose sur un supervolcan dont les grandes éruptions représentent un scénario redouté. Par bonheur, il ne s'agissait là que d'un phénomène modeste, lentement accumulé, spectaculaire certes mais parfaitement maîtrisable. Le parc national abonde en geysers, sources chaudes et paysages naturels variés, mais sous la surface règnent des forces d'une intensité extrême, toutes liées à ce supervolcan. Les supervolcans se caractérisent par une taille exceptionnelle et, le plus souvent, par l'absence de cônes, puisqu'ils correspondent au reste de gigantesques chambres magmatiques dont l'embrasement ancien a laissé derrière lui une caldeira. Ils se situent généralement au-dessus de points chauds et il n'est guère surprenant qu'ils puissent engendrer de véritables super-éruptions capables de projeter dans l'atmosphère plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz brûlants. 4 événements de cette ampleur suffiraient à remplir entièrement le Grand Canyon. Les supervolcans se forment lorsque des volumes considérables de magma incandescent s'échappent des profondeurs. Ce magma, bien qu'il remonte vers la surface, ne peut franchir la croûte terrestre, si bien qu'une masse bouillonnante s'accumule à quelques kilomètres seulement, sous une pression toujours croissante. Et c'est alors que, boum, survient la super-éruption. En 2015, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont cartographié la chambre magmatique principale du supervolcan de Yellowstone et ont été stupéfaits par sa taille. Ils ont ensuite découvert une seconde chambre juste en dessous. Ensemble, ces réservoirs souterrains pourraient recontenir suffisamment de roches en fusion pour remplir 11 fois le Grand Canyon. Toute cette masse magmatique exerce une pression vers la surface, expliquant que le sol de Yellowstone s'élève de 3 à 5 cm chaque année. Ce soulèvement, lent mais constant, pourrait paraître anodin, mais combiné au fait que Yellowstone demeure un volcan actif, avec un indice d'explosivité volcanique de 8, il incite à s'interroger sur les conséquences potentielles d'un scénario catastrophe. En effet, ces dernières années, le site a montré une certaine agitation. En mars 2023, 354 tremblements de terre ont été enregistrés, dont le plus puissant atteignait une magnitude de 3,7, dans le cadre d'une série de 106 secousses. Avant de céder à la panique, les experts de l'observatoire du volcan de Yellowstone assurent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Aucune éruption n'est imminente. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis, et le fait que Yellowstone n'ait pas éclaté depuis longtemps ne signifie nullement qu'une explosion soit sur le point de survenir. Pour l'instant, le parc demeure stable, mais les scientifiques surveillent attentivement tout ce qui se passe sous terre. Séismes, soulèvement du sol et variations de température. Par souci de précaution,
le panache de magma en fusion qui forme le point chaud sous Yellowstone, bouillonne depuis 17 millions d'années. La lente progression de la croûte terrestre au-dessus a laissé une traînée de volcans s'étendant sur plus de 720 km le long de la plaine de la Snake River, la plupart désormais recouverts de couches successives de lave et de sédiments. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, Yellowstone a déclenché 3 éruptions cataclysmiques d'une ampleur telle qu'elles ont remodelé le paysage. Chacune projeta des coulées pyroclastiques, rivières de roches brûlantes, de cendres et de pierres ponces, sur plusieurs kilomètres. Les débris s'accumulèrent en couches épaisses, certaines se solidifiant en roches semblables à de la lave. Lorsque ces éruptions vidèrent les chambres magmatiques souterraines, le toit s'effondra, formant les gigantesques calderas que nous observons aujourd'hui. Même après ces méga-éruptions, Yellowstone poursuivit son activité. Entre 180 000 et 70 000 ans avant notre ère, d'énormes coulées de lave rhyolitique, atteignant parfois plus de 600 km3, se déversèrent. Certaines suivirent des lignes de fissures orientées nord-sud. La coulée de West Yellowstone se manifesta il y a environ 110 000 ans, tandis que celle de Neperse Creek remonte à 160 000 ans. Depuis Madison Junction, sur le rebord nord-ouest de la caldeira, on peut observer une falaise formée lorsque l'éruption du tuf de Lava Creek provoqua l'effondrement du terrain il y a 640 000 ans. À l'intérieur de la caldeira, les coulées de lave durcie serpentent à travers le sol, témoignant de ces épisodes. Déterminer quand un supervolcan pourrait entrer en éruption revient à lire les signaux que nous envoie la nature. Des milliers d'années avant une éruption massive, la chaleur souterraine s'accumule, et les chambres magmatiques deviennent comme des cocottes minutes sous pression. De petits signes apparaissent. Des bulles de gaz s'échappent, des tremblements de terre secouent le sol, le terrain s'élève lentement, des fissures se forment, et les sources thermales ainsi que les geysers deviennent plus actifs. Que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption? Les coulées pyroclastiques dont nous avons parlé se composent généralement de 2 éléments. Un flux inférieur de lave brûlante, se déplaçant au niveau du sol, et un nuage de cendres le suivant au-dessus. Ensemble, ils dévasteraient de vastes régions. Les cendres pourraient même atteindre l'Europe en 3 à 4 jours, mais l'impact y serait relativement modéré comparé aux zones les plus proches de l'épicentre. Après cela, il ne faudrait guère plus de 2 à 3 semaines pour que des températures plus fraîches s'installent à l'échelle mondiale, en raison des gaz sulfurés qui atteindraient l'atmosphère supérieure suite à l'éruption. Les scientifiques estiment que la température planétaire pourrait chuter de 10 à 12 degrés, et ces effets perdureraient de 6 à 10 ans, interrompant les moussons et provoquant potentiellement une famine étendue en Asie. Vous êtes inquiets? Rassurez-vous, les experts ne pensent pas que le géant endormi sous le parc de Yellowstone se réveillera de notre vivant. Selon eux, la prochaine éruption surviendrait probablement dans plusieurs centaines de milliers d'années, et même alors, elle pourrait être relativement modérée, car le magma de Yellowstone est en réalité réparti entre 4 chambres distinctes. De surcroît, certains réservoirs de magma risquent de refroidir et de se solidifier, réduisant ainsi les probabilités d'éruption. Ainsi, bien qu'un événement de cette ampleur puisse profondément altérer notre monde, il demeure très improbable qu'une éruption se produise dans un avenir proche. Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'université d'Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors. Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les 2 réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas 1, mais 11 fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques? Elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption,
Il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoire d'homme, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nulos. Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant. Mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre, qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Et oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Polland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Polland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines, à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-tremblements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle. Des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non. La pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins 3 super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert 2 autres super éruptions jusqu'alors inconnues, qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien. Jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate. Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celle-ci était remplie d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps. Et la Terre au-dessus du système volcanique s'élevait presque imperceptiblement. 1 an avant sa super éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du supervolcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds,
Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au bord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre, qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Gray's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque 1 mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de sitôt. Et on a déjà bien assez d'autres choses à gérer. C'est officiel. Nous connaissons maintenant l'emplacement et le moment exact de la prochaine éruption du supervolcan de Yellowstone. Et on ne le qualifie pas de supervolcan sans raison. Cet événement sera des milliers de fois plus puissant qu'une éruption volcanique ordinaire. Et la planète devra faire face à d'immenses catastrophes. Des séismes, des tonnes de coulées de magma, des nuages de cendres qui bloqueront la lumière du soleil. Le ciel sera gris pendant longtemps. Nous souffrirons d'une pénurie de nourriture en raison du manque de soleil. Les avions ne pourront plus voler. Certaines espèces d'animaux et d'arbres pourraient même disparaître. Une catastrophe en suivra une autre comme dans un jeu de dominos démoniaque. Une époque terrible se prépare sur Terre et, bien, arrêtons-nous là. C'est clair, on a compris. Mais quand tout cela se produira-t-il? Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas sans réponse. Lorsque des volcans ordinaires entrent en éruption, c'est toujours une catastrophe. Mais uniquement pour les régions situées près de l'épicentre. Multipliez les dommages causés par un volcan ordinaire par plusieurs milliers, et vous obtiendrez une éruption de supervolcan. Yellowstone est l'un des plus grands systèmes volcaniques au monde. Il est entré en éruption 3 fois au cours des 2,1 derniers millions d'années. La dernière fois, c'était il y a 640 000 ans. Ces cendres ont recouvert une zone aussi grande environ que la moitié des États-Unis. Heureusement, il n'y avait pas d'humains sur place à l'époque, mais la nature a beaucoup souffert. Une éruption similaire s'est produite il y a environ 74 000 ans.
C'était celle du supervolcan Toba, en Indonésie, et elle a entraîné une apocalypse à laquelle l'espèce humaine a à peine réussi à survivre. Selon certains spécialistes, seuls quelques milliers de personnes ont survécu à l'hiver volcanique qui a suivi, mais cela n'est encore qu'une hypothèse. Étant donné que Yellowstone est un système volcanique situé dans un vaste parc national, il était important pour les scientifiques de déterminer exactement où la première étincelle apparaîtrait. Ils ont découvert que le magma de Yellowstone ne s'accumule pas en un seul endroit, il se cache dans plusieurs réservoirs souterrains distincts. Le réservoir au nord-est de Yellowstone, à côté d'un magnifique endroit qu'on appelle Sour Creek Dome, est le plus à risque. Ici, le magma en fusion entre en contact avec les roches chaudes du manteau situées profondément dans le sol. Leur haute température maintient le magma à l'état liquide. Imaginez que vous mettiez une casserole de lait chaud sur le feu. Elle ne refroidit pas, elle chauffe même davantage, et le lait pourrait bientôt commencer à monter et à déborder de la casserole. La même chose se produit avec le magma présent au-dessous de Sour Creek Dome. Le magma y reste brûlant. À un moment donné, il pourrait commencer à s'écouler. C'est un peu comme un tuyau percé d'où jaillit une fontaine d'eau bouillante. Mais comment les scientifiques l'ont-ils découvert? Ces réservoirs de magma sont situés à une profondeur d'environ 10 km, et toute cette zone est incroyablement chaude. Ils ont utilisé une méthode qui porte le nom de magnétotellurique. Le noyau en rotation de la Terre crée un champ magnétique qui entoure notre planète. Le magma circule autour du noyau, et il contient de nombreux minéraux magnétiques qui créent également des champs. Les scientifiques ont utilisé des instruments capables de détecter ces champs émanant du magma, comme un détecteur de métaux détecte les bijoux perdus sur une plage. En utilisant la magnétotellurique, ils ont scanné Yellowstone et découvert 4 grands réservoirs de magma. 3 d'entre eux émettaient de fortes ondes électromagnétiques. Mais dans le 4e, qui se trouve au nord-est, ils ont enregistré un signal magnétique beaucoup plus puissant. C'est ici que l'éruption est censée se produire. Mais heureusement, cela ne se produira pas de sitôt. Peut-être dans des dizaines de milliers d'années, peut-être dans des centaines. Ouf, vous pouvez souffler. Aucune apocalypse volcanique n'est prévue pour demain. Mais comment les scientifiques savent-ils quand ce magma commencera à entrer en éruption? Le magma n'a pas de minuteur, et le volcan ne sort pas de son sommeil à la sonnerie d'un réveil. Le magma s'écoule par les pores de la roche solide. C'est comme une éponge à vaisselle qui laisse circuler l'eau au travers de ses trous. Le magma pénètre dans ces pores et les remplit. Pour que le magma commence à entrer en éruption, il doit remplir au moins 40% de ses pores. Environ 20% d'entre eux sont remplis actuellement. Mais ces roches chaudes continuent de chauffer le magma et le conservent à l'état liquide, de sorte qu'il peut s'écouler entre les pores. À un certain moment, le magma se connectera à d'autres bassins, et alors un grand flux remontera vers la surface. Comment peut-on prévenir cela? Il semble que la solution soit de refroidir les roches de basalte. Mais c'est impossible à faire. Elles se trouvent à plusieurs kilomètres de profondeur, sont incandescentes, et puis il y en a trop. Et de toute façon, tenter de refroidir une partie du noyau terrestre est loin d'être une bonne idée. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter que la nature vive sa vie. Si l'éruption se produit dans des dizaines ou des centaines de milliers d'années, alors peut-être que l'humanité trouvera un moyen de résoudre ce problème. Sinon, eh bien, nous devrons nous préparer aux conséquences. Une catastrophe mondiale énorme commence par une explosion massive, à grande échelle. Le magma en éruption produit une quantité gigantesque de cendres. Cette puissante explosion d'énergie entraîne l'effondrement de la croûte terrestre sur le réservoir de magma. Cela conduit à la formation d'une caldeira géante. Vous avez probablement déjà vu ces énormes cratères au centre des volcans. Eh bien, c'est la caldeira. La catastrophe est si bruyante qu'elle assourdit tous ceux qui se trouvent à proximité. L'onde de choc soulève les cendres, et la pierre ponce à une vitesse qui dépasse celle du son. Les matériaux volcaniques atteignent des altitudes incroyablement élevées, en seulement quelques minutes. Puis, le pilier de cendres se répand et plonge toute la zone alentour dans l'obscurité. Les particules incandescentes présentes dans la partie inférieure tombent sous leur propre poids et réchauffent l'air autour d'elles. Il est alors presque impossible de respirer. Les morceaux de pierre poncent et les cendres ardentes provoquent des incendies. Et toute cette masse brûlante se transforme en coulées pyroclastiques qui détruisent et brûlent tout sur leur passage. Forêts, maisons, routes, tout se transforme en charbon. Les avions ne peuvent plus voler.
Des particules pourraient pénétrer dans les moteurs. De plus, impossible de rien voir à travers un nuage aussi sombre et chaud. Conduire des voitures est également dangereux. Les particules volcaniques peuvent brûler les pneus. Heureusement, grâce aux technologies sismiques, les gens étaient au courant de l'éruption, et tout le monde a été évacué. La colonne de cendres qui a atteint les confins de l'espace continue de s'étendre dans toutes les directions. Le vent propage la poussière volcanique. Un immense nuage en forme de parapluie apparaît au-dessus du territoire de Yellowstone. Il s'élargit de plus en plus et plonge une vaste zone dans une obscurité brûlante. Au cours des premières 24 heures, les cendres tombent sur la majeure partie des États-Unis et sur certaines parties du Canada. Elles abattent les lignes électriques, polluent les plans d'eau et détruisent les récoltes. Puis la pluie commence à tomber. L'eau se mélange à la cendre et tombe au sol sous la forme d'une boue grise. Et n'oubliez pas, elle est toxique. Cette cendre contient de grandes quantités de mercure, d'arsenic et de plomb. Ces masses toxiques empoisonnent les rivières, les lacs, les sols et même l'air. Pendant tout ce temps, l'éruption du volcan continue. Les explosions de magma, de cendres et de roches peuvent durer plusieurs semaines, voire un mois, et ce n'est que le début. Les cendres commencent bientôt à se déposer, mais le dioxyde de soufre libéré pendant l'éruption se répand dans toute l'atmosphère. Ce gaz se mélange avec la vapeur d'eau atmosphérique et forme un aérosol composé de petites particules. Tout cela recouvre la planète comme un voile. Cette couverture rend difficile le passage des rayons du soleil, ce qui signifie que les températures baissent fortement à la surface terrestre. Ces événements provoquent un refroidissement brutal de plusieurs degrés. Les agriculteurs perdent leurs récoltes. Les prix alimentaires augmentent et les économies s'effondrent. La famine menace la planète entière. La civilisation humaine pourrait plonger dans le chaos. Au bout de quelques années, on notera un réchauffement progressif, mais il faudra au moins 2 décennies pour revenir aux normes d'autrefois. Que sera devenue l'humanité d'ici là? Bien sûr, nous survivrons, mais toute la civilisation sera à reconstruire. Mais n'ayez pas peur, si nous n'y pouvons rien, autant profiter avec simplicité de chaque jour qui nous est donné. Soyons reconnaissants et solidaires. Se soutenir et prendre soin les uns des autres, surtout pendant un hiver volcanique, est une garantie de survie pour l'humanité. L'histoire nous enseigne qu'un supercontinent a existé il y a environ 273 à 300 millions d'années. À cette époque, tous les continents de la Terre étaient regroupés et formaient une unité harmonieuse. Ce gigantesque ensemble portait le nom de Pangée, ou Pangaïa, si l'on préfère une version plus sophistiquée. Ce terme dérive du grec ancien signifiant « toute la Terre ». La Pangée était entourée d'un vaste océan nommé Panthalassa. Ainsi, l'intégralité de notre planète se composait d'un immense continent unique, bordé d'une étendue d'eau colossale. Ce supercontinent avait la forme d'un gigantesque C qui s'étirait d'un bout à l'autre de notre globe. Cependant, comme dans toute évolution, les choses ont changé. Il y a environ 200 millions d'années, au début de l'ère jurassique, celle des dinosaures, la Pangée a entamé sa fragmentation. Contrairement aux idées simplistes où les continents dériveraient plus passivement, comme des icebergs, cette séparation a donné naissance aux continents actuels. Ce processus a également façonné les océans Atlantique et Indien. C'est en 1912 qu'Alfred Wegener, un météorologue allemand, a présenté pour la première fois l'histoire de la Pangée. Mais comment a-t-il pu reconstituer des événements aussi lointains dans le temps? Visualisez le noyau de la Terre comme une gigantesque cheminée qui dégage une chaleur intense. Cette chaleur génère des courants de convection particuliers dans la couche externe de la planète. On peut assimiler cette couche, la croûte terrestre, à un vaste puzzle composé de multiples pièces imbriquées. Les courants chauds provoquent le déplacement de ces pièces du puzzle, que l'on appelle plaques tectoniques. Parfois, elles s'éloignent, parfois elles entrent en collision, et d'autres fois elles glissent les unes contre les autres. Cela s'apparente à une danse incessante qui se déroule sous nos pieds. Un jour, Wegener observa les contours des continents et réalisa que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique semblaient s'imbriquer. Et effectivement, c'était bien le cas. Il imagina alors qu'autrefois, tous les continents étaient réunis en une seule et même masse terrestre. Cependant, il ne pouvait pas simplement avancer cette idée sans fournir de preuves. Mais alors, comment savons-nous que la Pangée a réellement existé? Eh bien, plusieurs indices nous ont permis de parvenir à cette découverte remarquable.
L'un d'eux est comparable à un casse-tête dont les pièces s'assemblent parfaitement. Observez les formes actuelles des continents. Vous remarquez qu'ils pourraient presque tout à fait s'imbriquer. Bien sûr, leurs contours ont évolué au fil du temps. Cela s'est produit il y a des millions d'années, et depuis, les eaux ont érodé les rivages. Malgré tout, on distingue encore clairement leur complémentarité. Un autre indice réside dans l'étude des fossiles. Nous savons que de nombreux animaux préhistoriques ont laissé derrière eux des vestiges, nous permettant de retracer leur histoire et d'identifier les espèces qui existaient autrefois. Lorsque les scientifiques ont comparé les fossiles provenant de différents continents, ils ont constaté une similitude frappante. Ces derniers appartenaient au même groupe d'animaux, bien qu'ils aient été découverts à des milliers de kilomètres les uns des autres. Il serait absurde d'imaginer que ces animaux aient traversé les océans à la nage. De plus, il est peu probable que ce type d'animal soit apparu simultanément en plusieurs endroits. Et pour finir, les montagnes. Imaginez plonger dans les profondeurs des océans et y découvrir d'immenses chaînes montagneuses. Ces reliefs sous-marins et ces fosses abyssales ressemblent à des cicatrices témoignant du mouvement des plaques tectoniques. Ils constituent une preuve supplémentaire que les continents font partie d'un ensemble bien plus vaste. Lorsque vous rassemblez tous ces éléments, l'image devient limpide. Les continents terrestres formaient autrefois un seul et même supercontinent. Depuis, ils se sont éloignés les uns des autres, mais les traces de cette formidable aventure demeurent visibles dans les contours des côtes, les formations rocheuses qu'ils ont laissées derrière eux, et bien d'autres indices. Cela peut sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque de la découverte de Wegener, il existait d'autres théories. Certains imaginaient que les continents s'étaient enfoncés pour créer les océans. Wegener, quant à lui, avait une approche différente. Il soutenait que les continents étaient en perpétuel mouvement. Il a même forgé une expression élégante pour l'illustrer, la dérive des continents. Par la suite, un autre scientifique, Alexander du Toit, s'est joint à Wegener. Il apporta une nouvelle perspective en suggérant l'existence de deux continents originels, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Mais la véritable révolution ne s'est produite qu'au cours des années 60, lorsque les chercheurs ont découvert le concept clé de cette théorie, la tectonique des plaques. Cette découverte a finalement permis de confirmer les idées avancées par Wegener et du Toit. Et 50 ans plus tard, la théorie a été définitivement validée. Avec le temps, notre compréhension de la planète s'est considérablement enrichie. Nous avons découvert que la Terre avait connu plusieurs supercontinents au fil de son histoire. Bien avant la Pangée, il y a environ 1 milliard d'années, existait le mégacontinent de Rodinia. Plus tard, la Pannotie a fait son apparition il y a quelques 600 millions d'années. Ce qui est fascinant, c'est que la dérive des continents n'est pas prête de s'achever. Les continents continuent de se déplacer constamment. L'Afrique s'avance doucement vers l'Europe, tandis que l'Australie semble se livrer à un jeu de d'auto-tamponneuse avec l'Asie du Sud-Est. Et savez-vous ce qui nous attend? La formation d'un nouveau supercontinent. Comment ce prochain supercontinent verra-t-il le jour? 4 scénarios principaux se dessinent. Nouvelle Pangée, Pangée prochaine, Orica et Amasia. Bien que ces noms évoquent ceux de super-héros, ils représentent en réalité différentes configurations possibles pour l'assemblage des continents. Explorons ces hypothèses. Commençons par la Nouvelle Pangée. Imaginez l'océan Atlantique d'un côté et le Pacifique de l'autre. Si les choses continuent sur leur lancée, l'Atlantique s'élargira davantage, tandis que le Pacifique se rétrécira progressivement. Dans ce cas, les Amériques, la partie nord et la partie du sud, finiront par se rapprocher davantage. L'Antarctique, quant à lui, ne restera pas en marge. Il entamera une dérive vers le nord et prendra part à cette nouvelle configuration. L'Amérique, accompagnée de l'Antarctique dérivant vers le nord, entrera probablement en collision avec l'Afrique et l'Europe. Et ainsi, un tout nouveau supercontinent verra le jour. Passons maintenant à la Pangée prochaine. À l'avenir, l'océan Atlantique pourrait se lasser de sa largeur et décider de se resserrer un peu la ceinture. Il existe des zones où le plancher océanique glisse sous les continents, comme des passages secrets sous-marins. Ces zones, appelées zones de subduction, pourraient se multiplier le long de la côte est des Amériques. Si cela se produit, l'Europe et l'Afrique et le continent américain pourraient se rassembler à nouveau pour former un supercontinent, qui serait alors entouré par l'océan Pacifique. Le supercontinent suivant, potentiellement envisageable, est celui d'Orica. Dans ce scénario, les océans Atlantique et Pacifique pourraient se refermer.
comme s'il décidait de prendre une pause. Mais rassurez-vous, car lorsqu'un océan disparaît, un autre peut apparaître. Dans ce cas précis, un tout nouvel océan émergerait pour prendre leur place. Imaginez une immense fissure parcourant l'Asie, semblable à une fermeture éclair qui s'ouvre. Cette faille, connue sous le nom de Rift Pan-Asiatique, donnerait naissance à un nouvel océan. Et avec cet océan, un supercontinent émergerait, portant le nom d'Orica. L'Australie dérive actuellement vers le nord, comme si elle cherchait une place idéale au cœur de notre planète. L'Asie orientale et l'Amérique pourraient bien s'y joindre de part et d'autre. Ensuite, l'Europe et l'Afrique pourraient se connecter aux Amériques. Et ainsi naîtrait Orica. Enfin, l'Amazie. Ce supercontinent pourrait émerger si certaines plaques tectoniques se déplacèrent vers le nord, emportant avec elles l'Afrique et l'Australie. Tous ces territoires se regrouperaient autour du pôle Nord. À l'exception de l'Antarctique, tous les continents pourraient ainsi se rassembler. Même s'ils se réunissent autour du pôle Nord, les océans ne seraient pas complètement fermés. L'Atlantique et le Pacifique resteraient ouverts. La formation de ce grand rassemblement dépend des mouvements tectoniques de la Terre. Jusqu'à présent, le scénario de la nouvelle Pangée semble le plus plausible. Tout cela dépend également des événements survenus après la fragmentation de la Pangée. Et lorsque ce nouveau supercontinent prendra forme, qu'adviendra-t-il du climat? Comment les océans réagiront-ils? Et qu'en sera-t-il des animaux et des plantes? Ces questions éveillent notre curiosité. Mais qui peut le prédire? Peut-être qu'un jour, nos descendants contempleront une carte. Fin décembre 2021, un volcan sous-marin au nom plutôt exotique, le Hunga Tonga, s'est réveillé après plusieurs années de sommeil. Il l'a fait avec tant d'énergie et de force que les gens ont entendu l'éruption à plus de 180 km de distance. Il s'est ensuite rendormi, mais quelques semaines plus tard, il s'est réveillé à nouveau avec une force 7 fois supérieure. Il a coupé en deux l'île située au-dessus de lui. La tempête de foudre qui s'est déclenchée à la suite de l'éruption a été la plus intense jamais enregistrée dans l'histoire. Les ondes sonores de l'éruption ont fait plusieurs fois le tour de la planète. Quelqu'un a même entendu une forte explosion en Alaska, à 10 000 km de là. L'éruption a déclenché le premier méga-tsunami connu depuis l'Antiquité. Ce tsunami a coûté la vie à 2 personnes au Pérou et a même causé des ennuis à 2 pêcheurs californiens. Mais ce n'est pas tout. Cette éruption pourrait avoir modifié les conditions météorologiques de notre planète pour plusieurs années. Vous en aurez peut-être vu les premiers signes au cours de l'été 2024, dont on avait dit qu'il serait anormalement humide. Les scientifiques pensent que l'éruption a été provoquée par une immense accumulation de gaz. Différents minéraux, dont de l'anhydrite, du quartz et des sulfures, se seraient accumulés pendant plusieurs mois jusqu'à bloquer les voies d'écoulement et emprisonner le gaz à l'intérieur du Hunga Tonga. Normalement, lorsqu'un volcan entre en éruption, ces fumées provoquent un refroidissement temporaire à la surface de la Terre. Mais l'éruption du Hunga Tonga était différente. Elle n'a pas produit beaucoup de fumée, mais a libéré une énorme quantité de vapeur d'eau, équivalente à 60 000 piscines olympiques. La chaleur intense de l'éruption a transformé d'énormes quantités d'eau de mer en vapeur, qu'elle a ensuite projetée dans l'atmosphère. Toute cette vapeur d'eau s'est retrouvée dans la stratosphère, une couche de l'atmosphère beaucoup trop sèche pour qu'y apparaissent des nuages. Les scientifiques ne disposent d'aucune donnée sur ce genre d'éruption volcanique, et sont par conséquent incapables de prédire les effets qu'elles auront sur les conditions météorologiques. Ils ne savent pas non plus exactement combien de temps ces effets pourraient durer. En effet, le seul moyen de mesurer la vapeur d'eau stratosphérique est d'utiliser des satellites, et ils n'existent que depuis 1979, période durant laquelle il n'y a pas eu d'éruption similaire à celle du Hunga Tonga. Des experts de différents pays ont commencé à analyser les données satellitaires juste après l'éruption du Hunga Tonga. Ils voulaient savoir combien de temps la vapeur d'eau resterait dans la stratosphère, où elle irait et, surtout, ce que cela signifierait pour la planète. La première conséquence importante de l'éruption a été un énorme trou dans la stratosphère, qui s'est maintenu pendant plusieurs mois en 2023. Lorsqu'il est apparu, la vapeur d'eau avait atteint la stratosphère polaire au-dessus de l'Antarctique. Mais par la suite, il n'y aura plus assez de vapeur pour agrandir ce trou. Le Hunga Tonga n'aura finalement, semble-t-il, qu'un effet minime sur les températures mondiales. Mais certains effets régionaux durables et surprenants sont à craindre. L'un de nos modèles scientifiques prévoit des hivers plus froids et plus humides dans le nord de l'Australie, jusqu'en 2029 environ. En Amérique du Nord, des hivers plus chauds sont prévus,
et la Scandinavie pourrait connaître des hivers encore plus rigoureux. Il ne s'agit cependant que d'une étude et d'une manière de comprendre comment l'éruption du Unga Tonga pourrait modifier notre climat. Nous avons dans l'histoire au moins un exemple d'une éruption volcanique ayant bouleversé la planète. Il y a plus de 2 siècles, en 1815, le Tambora est entré en éruption et a provoqué une année sans été. L'année suivante, l'hiver a été exceptionnellement froid et humide en Europe et en Amérique du Nord. Une étude récente a confirmé que l'année 1816 n'aurait pas été aussi froide sans cette éruption volcanique. Les effets immédiats de l'éruption ont été catastrophiques. Des tsunamis ont détruit des maisons, 10 000 personnes ont perdu la vie et 80 000 autres sont tombées malades. L'éruption du Tambora a été l'une des plus puissantes du dernier millénaire. Elle a éjecté une énorme quantité de dioxyde de soufre qui s'est ensuite rapidement répandue dans le monde entier. Le résultat, c'est qu'il n'avait pas fait aussi froid depuis au moins 250 ans sur Terre. En mai, le gel a détruit la plupart des récoltes dans les États de New York, du Massachusetts, du New Hampshire et du Vermont. En juin, une neige abondante est tombée sur Albany, dans l'État de New York, et sur Dennisville, dans le Maine. Le New Jersey a connu 5 nuits consécutives de gel. Le froid s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'été, qui aurait dû être la saison des récoltes. Mais en juillet, les lacs et les rivières étaient encore gelés jusqu'au nord-ouest de la Pennsylvanie. Et le gel a persisté en Virginie jusqu'à la fin du mois d'août. Les températures passaient d'un maximum estival supérieur à la normale à une température proche du point de congélation en l'espace de quelques heures seulement. La météo était totalement imprévisible. Les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Le coût de l'avoine pour les chevaux, qui constituait le principal moyen de transport, a également augmenté de manière significative. Certains pensent que cette situation a incité Karl Drais à inventer la bicyclette en 1817. Le Tambora a complètement modifié les conditions météorologiques, non pas pendant 1 an, mais pendant 3 ans. La planète entière s'est refroidie, et les récoltes ayant été mauvaises, au moins 1 million de personnes sont mortes de faim. Les scientifiques ne connaissent aucune éruption volcanique ayant fait plus de victimes que celle du Tambora. Mais l'éruption du Krakatoa, en Indonésie, en 1883, est plus célèbre que celle du Tambora, car les informations à son sujet se sont répandues dans le monde entier par le biais de télégrammes et de photos. Son explosion finale a été le son le plus fort jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la planète. L'éruption a provoqué un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté, soit 42 mètres. Elle a cependant été moins puissante que l'éruption du Tambora. L'île qui abritait le Krakatoa a disparu lors de cet événement, mais de nouvelles éruptions ont, une 50aine d'années plus tard, créé le cône connu sous le nom d'Enfant de Krakatau, au centre de la caldeira de l'ancienne éruption. Le nouveau volcan s'anime encore de temps en temps. L'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi, est l'une des catastrophes volcaniques les plus connues de l'histoire. Elle a coûté la vie à environ 2000 personnes, soit beaucoup moins que celle du Tambora. Selon un célèbre auteur romain de l'époque, l'éruption a duré 18 heures. Pompéi a été recouverte d'une couche de cendres et de pierres ponces d'une épaisseur supérieure à 2 fois la taille moyenne d'un être humain. Le littoral voisin a également changé de manière spectaculaire. Dans le monde d'aujourd'hui, les conséquences des éruptions volcaniques sont souvent plus dangereuses que les éruptions elles-mêmes. Grâce aux progrès technologiques, nous pouvons désormais prévoir les éruptions avec précision et mettre en œuvre des mesures de sécurité telles que les évacuations et les annulations de vols. Mais les risques restent importants en raison du changement climatique et de la sécheresse, en particulier dans des régions comme l'Inde, l'Asie de l'Est et l'Afrique orientale, qui sont soumises à la mousson. Les éruptions volcaniques peuvent également avoir des effets inattendus. Parmi celles-ci, on peut citer l'évolution des dinosaures, qui étaient au départ gros comme des chats et attendaient patiemment leur heure de gloire. Ce moment est arrivé il y a environ 230 millions d'années. Cette période était connue sous le nom d'épisode pluvial du Carnien. Avant ça, la Terre n'avait qu'un supercontinent sec et aride, la Pangée. C'est alors que 4 événements volcaniques majeurs ont projeté d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les températures et l'humidité de la planète ont alors grimpé en flèche. Ces éruptions massives ont très probablement été provoquées par l'éruption de la grande province ignée de Wrangelia, dans ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique prolongée a créé les conditions propices à l'épanouissement et à la diversification des dinosaures.
ainsi qu'à l'apparition d'autres groupes tels que les conifères modernes, les fougères, les crocodiles, les tortues, les insectes et les premiers mammifères. Avec des températures plus élevées et davantage de précipitations, les plantes terrestres ont évolué, et les plus friandes en humidité sont devenues dominantes. Sans ces changements, notre histoire naturelle aurait pu être complètement différente. Nous avons des preuves que l'activité volcanique a réellement modifié les conditions météorologiques de l'époque. Dans le noyau de la Terre, les scientifiques ont découvert des couches contenant différents types de carbone. Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5. Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu, située sur le pourtour de l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas, susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée, ce qui lui a valu le surnom de Big One. La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend. Mauvaise nouvelle. Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030. La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70%, et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter. Il aura bien pour origine la faille de San Andreas, mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment. Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans. Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe. Si étions capables de voyager dans le temps, nous serions en mesure de voir de nos yeux les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le fort Tejon. Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme. Ils s'effondrent inévitablement. Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer. Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux. Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz. Votre maison sur la colline est peut-être charmante, mais elle est dangereusement exposée. Lors d'un tremblement de terre, une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage. Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites. Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de courses. Cette catastrophe ne sera pas bon marché. Les États-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre. Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami. Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One. La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie et se termine à Vancouver, au Canada. La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone. Elle pourrait anéantir la totalité du littoral. Une vision terrifiante. La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca. Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés, et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses, notamment en raison des catastrophes sous-marines. Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre? Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes. À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu. La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie. Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent. La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700. Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ces secousses seront bien plus violentes. Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront probablement détruits. Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices. La nature ne sera pas épargnée non plus. Les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos maisons seront méconnaissables. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs. Ils développent des systèmes d'alerte modernes, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance aux tremblements de terre. Les plaques Juan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le resteront pas éternellement. Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants. Mais même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le sol trembler pendant un certain temps. Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone de Cascadia est beaucoup plus dangereuse.
En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près de la faille de San Andreas. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés. À l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister aux tremblements de terre, et nombre d'entre eux ont été endommagés. La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9. Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kilogrammes de dynamite. Mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kilogrammes de cette même dynamite. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili. Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit. Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés. Peu après, un tsunami massif frappera la côte, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones. Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues importantes. Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera l'environnement pendant pas mal de temps. Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à une forêt fantôme. Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One. Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans. De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années, ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans. Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement. Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte qu'en 1970. Cette zone est très effrayante. C'est l'une des plus dangereuses de la planète. Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et la preuve se trouvait sous leurs pieds. Dans l'État de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années. Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel. Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation. Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite. Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire. Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur 3 que le prochain se produise en 2050. Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement. Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type. Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le véritable danger. Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y. N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau. Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous. Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite. Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé. Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses 4 amis se sont rendus à Hawaï pour observer un tsunami qui devait se produire vers minuit. Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours. Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté. Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 mètre au-dessus.